Donc, bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français, mais j'ai préparé les diaporamas en anglais. Alors, excuse-moi, je vais partager l'écran. Celui-là. Voilà. Donc, j'ouvre cette session avec beaucoup de plaisir et je commencerai par remercier tous les organisateurs et en particulier l'AFD et le PRO et tous les collègues qui appuient la mise en œuvre de cette conférence que j'ai pu suivre par ailleurs dans les 3 précédents jours. Donc aujourd'hui, alors j'ignore si vous voyez, oui c'est bon. Aujourd'hui, nous avons une session d'1 heure afin de discuter de comment transmettre tous les savoirs locaux afin de maintenir la biodiversité dans le Pacifique. Il n'y a pas de traduction en anglais. Attends, dis-le. Ah, il manque la traduction en anglais. The translation in English is not... Yes, excuse me, Catherine, I'm just chasing up with the interpreters. Okay, thank you. Just to make sure, can each of the speakers make sure that you've selected your language channel as well, just so that that works correctly with the system? C'est pour toi, ça va? C'est sur l'ordinateur, je pense. Supposed to click on French. To the interpreters, please will you run a test translating from French to English? Just say something on the channel that comes out as English. You're not audible. Yes, that's better. Thank you, Poonam. I can hear you now. Thank you. Right, everybody. We should be up and running with the interpretation now. Thank you very much. I'm sorry for the disruption. Okay. Merci beaucoup. Donc, je renouvelle mes remerciements à tous les organisateurs et les panélistes qui ont accepté de partager leurs connaissances sur les savoirs locaux et la gestion de la biodiversité aujourd'hui. Alors, mon écran est partagé. Ah oui, c'est bon. Donc, nous aurons le plaisir aujourd'hui d'entendre 4 personnes de plusieurs territoires. Nous aurons d'abord Pierre Médecin, qui est au ministère de l'Éducation et de la Formation au Vanuatu et qui nous parlera de comment les savoirs locaux sont mobilisés par le ministère, comment ils sont transmis dans les écoles et quels sont les projets à venir. Malheureusement, il a dû annuler sa présence réelle en dernière minute, mais nous avons l'enregistrement audio que nous passerons tout à l'heure. Je partagerai ensuite de mon côté des éléments des recherches que j'ai menées au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie sur l'intégration des savoirs locaux dans les normes de gestion institutionnelles. Donc, ce sera assez en écho avec la session qui a eu lieu juste avant, si certains d'entre vous l'ont suivi. Nous aurons ensuite Pauline Fabre, qui fera un point particulier sur les Rawi en Polynésie. Puis, nous terminerons avec une vision régionale que nous proposera Siosinamele Louis du SPREP. Donc, chacun d'entre eux prendront la parole les uns après les autres. Et avant de laisser la parole à Pierre Médecin, je voulais juste remettre en avant quelque chose dont nous avons discuté tous ensemble, les panélistes qui participent à cette session. C'est qu'est-ce qu'un savoir traditionnel, qu'est-ce qu'un savoir local, qu'est-ce qu'un savoir indigène, un savoir autochtone. En réalité, il y a beaucoup de termes qui sont employés dans le monde, selon les endroits où on habite, selon l'arène dans laquelle on va parler.
Nous utiliserons savoirs locaux et savoirs traditionnels dans cette présentation, mais ce que nous voulons qu'il soit retenu, c'est que même si on parle de tradition, on conçoit que la tradition, elle est réellement dynamique. On ne fiche pas des savoirs, ils sont dynamiques, quels qu'ils soient. Donc, c'est ainsi qu'on l'utilisera dans nos présentations. Et je bouge un petit peu mes icônes pour que vous voyez la diaporama en entier. Oups, pardon. Et nous essaierons donc de répondre à ces questions. C'est comment maintenir ces savoirs qui sont utiles à la gestion de la biodiversité parce qu'ils font sens pour les gens et comment ces savoirs-là s'adaptent au fur et à mesure de l'évolution. Donc, je vais m'arrêter là pour l'introduction rapide. Pour passer la parole à Pierre. Alors, si Alex, vous pouvez lancer l'enregistrement qu'il a préparé, nous pourrons ensuite échanger sur des éléments du Vanuatu, même en son absence, si vous le souhaitez. Alex, I have no permission to share. Do I need to help with sharing a screen at this point, Junie? Because yes, please, we cannot share screen. Okay, please stop sharing and I'll start sharing the screen on Catherine's behalf. Catherine, can you please stop sharing? Oops. Alex, Catherine, please will you tell me when I've reached the correct slide? Alex, please stop sharing. I will share the Yes, of course. It's the only, we have to listen the audio of Pierre Médecin. Oh, okay, sure. Without slide, we don't have any slide for this, so Okay, we can just use the... Bonjour à tous, je suis Pierre Médecin du département de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de la Formation. Je remercie les organisateurs de cette conférence du Pacifique insulaire sur le thème de la conservation de la nature et des aires protégées. Ma courte intervention sera focalisée sur la place des savoirs locaux au sein du ministère de l'Éducation et de la Formation environnementale. J'aborderai également les démarches qui sont mises en place récemment et à l'avenir pour intégrer ces savoirs locaux relatifs à la gestion de la biodiversité. Les savoirs locaux occupent une place importante dans l'éducation traditionnelle et l'éducation formelle au Vanuatu. Grande importance à travers son intégration dans les nouveaux programmes scolaires harmonisés et mis en œuvre de abordés à travers l'apprentissage coutumes, culture et environnement dès la maternelle, c'est-à-dire l'âge de 3 à 6 ans. Dès l'enfance, les élèves sont impliqués dans les chants et les danses coutumières. Les enfants apprennent aussi à cuisiner les plats traditionnels à travers les cuissons de préparation et des cuissons de plats traditionnels. Le tressage, le découpage, et les jeux de ficelle sont tous des formes d'art traditionnelles avec lesquelles les enfants sont invités à se familiariser. Les enfants sont encouragés aussi à participer aux cérémonies, discuter de leurs pratiques culturelles au sein des communautés. Le programme scolaire doit aussi s'intégrer dans leur environnement naturel, dans leur environnement naturel, en apprenant à protéger leur environnement, apprécier le rôle des arbres, des rivières, des montagnes, de la mer et des volcans et de leur impact dans le maintien de l'harmonie dans leur environnement.
Dans les zones rurales, on encourage les enfants à débuter leur scolarité dans leur langue vernaculaire respective ou en bichlamar si les parents parlent de langue vernaculaire, notamment en ville. À travers ces langues vernaculaires, les enfants apprennent progressivement à développer des compétences de lecture et d'écriture en s'appuyant sur leur capital social et culturel. L'apprentissage actif, une seconde langue et dans laquelle ils ont une compétence limitée, peut limiter la compréhension conceptuelle des élèves et leur développement social. Une recherche dans ce domaine. La recherche montre que les enfants et les élèves qui continuent à apprendre leur langue première deviennent confiants dans leur pensée, leur raisonnement, leur attitude, leur réflexion, et sont maintenant capables de maîtriser une autre langue comme le français ou l'anglais. Encourager nos langues vernaculaires les années d'enfance assurent que les cultures riches de notre pays sont reconnues et transférées d'une génération à l'autre. En continuant à utiliser et à valoriser leur langue vernaculaire, les enfants apprennent à valoriser et à maintenir les caractéristiques importantes de la riche diversité culturelle du Vanuatu. Du premier au collège, les savoirs de l'âge de 7 à 10 ans. L'apprentissage doit assurer que les enfants et les élèves développent leur connaissance de sa place dans la communauté mondiale, de la diversité de ses terres et de son peuple, de son héritage culturel et environnemental. Ce domaine d'apprentissage développera les une compréhension de la façon dont nous communiquons avec les autres cultures dans notre région et dans le monde. Les élèves devraient comprendre leur rôle dans la culture et bénéficier d'une connaissance utile de leur identité nationale. Ce domaine d'apprentissage inclut les arts visuels, l'artisanat, la musique, la danse, les activités culturelles, la compréhension et les compétences esthétiques sont développées. Comme chacun, les arts propre langage, ces techniques peuvent être exercées seules en combinaison. Les élèves sont encouragés à utiliser leur perception, leur sensation, leur valeur et leur connaissance afin de communiquer à travers les arts et développer les moyens créatifs et d'expression. Aussi l'appréciation critique de leur travail et celui des autres. Les jeunes gens sont encouragés aussi à explorer et développer leurs idées et leurs sensations. À travers l'usage d'une variété de compétences et de connaissances sur les techniques artistiques et les processus créatifs. Au niveau maintenant de l'éducation, plutôt avant de passer aux différentes formes d'art qui sont pratiquées dans l'éducation informelle, je tiens quand même à rajouter que les arts ont un rôle significatif dans la plupart des cultures du Vanuatu. À travers les arts, nous décrivons nos façons de vivre, nous exprimons nos sensations, nos émotions, nos croyances, et nous reflétons notre histoire. Pour un Vanuatais, les arts et l'artisanat sont aussi indispensables à travers nos modes de vie que nous sommes familiers. Et de nos jours, les arts ont une signification économique et de nombreux pays s'émerveillent de nos entreprises artistiques. Pratiquer l'art tel que produire de la musique ou de la danse est un moyen de gagner sa vie, une entreprise lucrative et commerciale. Les arts ont toujours joué également un rôle important en fournissant du plaisir pour toute une vie à tous ceux qui aiment observer et écouter les autres. Au niveau maintenant de l'éducation informelle, à travers le Vanuatu, de nombreuses personnes ont œuvré pour réduire l'écart entre l'école moderne et le modèle traditionnel d'apprentissage. Le système éducatif vanuatais, en concertation avec le Centre culturel de Vanuatu, reconnaît que le bien-être national est fondé sur une bonne connaissance des savoirs locaux. De cette vision, des initiatives ont été entreprises par le Centre culturel du Vanuatu afin d'obtenir des fonds d'UNESCO pour financer le projet Rethinking Vanuatu Education Initiative avec une volonté claire de créer des ressources pédagogiques contextualisées avec l'introduction des savoirs locaux. La conjugaison de ces efforts se sont traduits en 2010 par la publication d'un guide enseignant dont le titre est « The Teaching of Indigenous Knowledge and Resources Management ». Ces savoirs locaux sont abordés dans l'éducation formelle à travers les différentes formes d'éducation traditionnelle présentes dans les custom schools.
répartis au sein de l'archipel. Et selon un article de Kirk Huffman, chercheur anthropologue au Vanuatu, il existe plusieurs custom schools au Vanuatu. En 2011, le chef Alvin Ruben, un avocat du VKS, Vanuatu Cultural Center, a créé une école traditionnelle sur l'île Malikolo. Le Malakula Southwest Bay Custom School, dont le curriculum promet la langue vernaculaire, la connaissance et la culture, ainsi que les concepts traditionnels de la perception et de l'environnement. Depuis les années 1990, au nord de l'île Pentecôte, le North Pentecost Turaga Nation, un mouvement traditionnel, a créé une nouvelle forme d'écriture de leur langue vernaculaire inspirée du dessin sur sable. Cette nouvelle forme d'écriture est utilisée dans le Melanesian Institute of Science, Philosophy, Humanity and Technology. La fameuse école traditionnelle de Nyanaunen sur Tana a été connue pour la transmission des savoirs locaux. L'environnement d'apprentissage n'est associé à aucune religion. L'apprentissage se fait en langue vernaculaire et les enseignants et les élèves sont autorisés à s'habiller en costume traditionnel. L'emploi du temps est rythmé par les saisons de production agricole annuelles, ainsi que la météo et les cycles de rituels. La Custom School du chef George Boué du centre de l'île Maïwo au nord du Vanuatu a pour mission principale de mémoriser plus de 1000 chants traditionnels et 200 contes et d'enseigner les règles principales de leur institution. D'autres écoles semi-traditionnelles intègrent plus ou moins les aspects communs avec l'école moderne, tels que le choix des codes vestimentaires, l'existence des frais de scolarité et un accès imposé sur la base de critères bien spécifiques. Le premier président du Conseil des chefs du Vanuatu, le chef Willy Matour, disait que l'éducation moderne produit de la connaissance, mais elle doit être en harmonie avec la custom, c'est-à-dire l'éducation traditionnelle. Autrement, l'enfant est élevé sans acquérir la sagesse, le respect et la reconnaissance de son identité. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la réalité du terrain au Vanuatu concernant l'intégration des savoirs locaux dans nos établissements scolaires actuellement? Donc, je prends le cas du lycée Louis-Antoine de Bougainville, qui est un établissement scolaire de Port-Vila et qui accueille plus de 1000 élèves. Cet établissement a, depuis quelques années, intégré l'enseignement traditionnel dans ses programmes scolaires. Et je voudrais vous présenter rapidement quelques exemples d'activités culturelles qui ont été menées au lycée Louis-Antoine de Bougainville. Par exemple, chaque année, les élèves sont impliqués dans la préparation et l'exécution des danses traditionnelles des 6 provinces du Vanuatu, la préparation et l'exposition des plats traditionnels, la préparation et l'organisation d'événements Slow Food Festival. C'est un événement qui permet de valoriser les plats traditionnels, la nourriture traditionnelle, face à l'augmentation je veux dire, de la malbouffe qui est en train d'avoir des conséquences vraiment nocives actuellement sur la santé des gens au Vanuatu. Cette école s'est engagée aussi dans l'organisation de journées culturelles au sein de l'établissement. Ils invitent aussi les chefs coutumiers et les experts de la culture au sein de l'école pour sensibiliser, transmettre les savoirs locaux tels que le tressage de nattes, la confection d'objets traditionnels, les dessins sur sable, par exemple, entre autres. Et l'établissement participe également aux manifestations culturelles nationales et internationales, comme une activité culturelle faisant partie du projet de l'établissement. Donc pour finir, je voudrais vous présenter en termes de perspective un dispositif expérimental que je souhaite mettre en place en m'appuyant sur les savoirs locaux qui sont implicites dans les dessins sur sable. Jusqu'à présent, le gouvernement, les gens voient l'intérêt de préserver les savoirs locaux, de les intégrer en classe. On sait tous que ce sont des savoirs informels et la grande difficulté, c'est de pouvoir réfléchir dans quelle mesure on peut intégrer ces savoirs informels au sein de la classe. Donc c'est vraiment la problématique, la grande question qui se pose actuellement au Vanuatu. Ces savoirs locaux existent, mais comment pouvoir les intégrer maintenant au sein de la classe? Donc moi, dans le cadre de ma recherche, je pars du constat que le Vanuatu, qui est un pays les plus développés, les plus vulnérables au monde, a plus que besoin que d'autres pays de la région,
de compétences techniques et technologiques à un niveau supérieur afin de développer, par exemple, ces infrastructures. Alors, ramener un plus grand nombre de ces jeunes Vanuatuais sur ces compétences techniques, ça nécessite des bases solides en mathématiques et en sciences. Donc, pour le Vanuatu, se pose la question du niveau des élèves en mathématiques faible, on va dire comme ça en général, à l'entrée du collège. On constate un fléchissement des résultats. Donc, partant de ce constat, je souhaite m'appuyer sur les concepts mathématiques qui sont implicites dans les dessins sur sable et voir dans quelle mesure on peut les intégrer. On peut didactiser ces concepts mathématiques en classe et voir si en les pratiquant régulièrement, ça peut avoir un impact sur la motivation et la performance scolaire en mathématiques. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaite partager avec vous dans le cadre de cette conférence. J'arrive donc à la fin de mon exposé et je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos réflexions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, même s'il ne m'entend pas à l'instant et il s'excuse encore, il a eu un imprévu dû à son poste au ministère. Il y a eu beaucoup d'échanges écrits pendant la présentation de Pierre, en particulier autour des termes de savoir et de connaissance et autour aussi de l'utilisation des langues locales et des termes en langue locale pour l'enseignement, parce qu'on n'a pas toujours les mots qui correspondent entre les mots français ou anglais et les langues maternelles des uns et des autres. Je pense qu'on va passer à la prochaine et puis on pourra avoir un débat un peu plus large autour de ces termes-là juste après, parce que j'avais notamment prévu de pouvoir partager quelques éléments sur les termes. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais repartager mon écran pour présenter mes slides. C'est celle-ci. Dans tous les cas, il sera possible aussi qu'il y ait un partage avec Pierre par après, puisqu'il n'aura pas pu répondre en direct. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu avant de passer la parole à Pauline Fabre sur la Polynésie française. Donc, j'ai intitulé ma présentation comment est-ce que les savoirs locaux, les pratiques et les normes peuvent intégrer les règles institutionnelles. Et j'aurai une première partie sur ce qu'on entend par savoirs locaux. On parle de savoirs locaux, savoirs écologiques locaux, lorsqu'on a une expérience régulière et proche de l'environnement. Donc, on construit son savoir, on construit ses connaissances parce qu'on connaît cet environnement et on le voit se modifier. Je partage ici deux citations de chercheurs qui datent de 1996 et de 2000, Hornborg et Ingold. La première met en avant que ce n'est pas irraisonnable, si j'essaye de traduire en anglais la phrase, de s'attendre à ce que les meilleures stratégies pour gérer les ressources de manière durable sont définies par les praticiens locaux, ceux qui ont justement cette expérience régulière, quotidienne avec leur environnement. Et donc les sociétés rurales, quelles qu'elles soient, et en particulier dans le Pacifique, ont justement cette connaissance, cette habitude d'observer l'environnement et d'ajuster leurs pratiques en fonction de ce qu'elles observent. Une autre proposition de Ingold était par rapport à la crise écologique. Donc, on est en 2001 dans son article, où il indique que la crise écologique prend racine dans le désengagement que les gens ont avec leur environnement. Il part du principe que les sociétés, en particulier les sociétés du Pacifique, hein, c'est mon apport et les apports des collègues qui ont travaillé dans le Pacifique, ont une interaction régulière, un engagement dans leur environnement. Et donc, on parle beaucoup de liens
nature-culture. Il n'y a pas de dichotomie nature-culture, les hommes d'un côté et les autres éléments de l'autre. C'est vraiment une série de liens qui font un environnement dans lequel l'homme est. Et c'est vraiment un objectif fort que d'inverser cet ordre de priorité, de revenir à ces liens plutôt que de continuer de se détacher. Donc les savoirs locaux, les savoirs traditionnels sont une clé pour cela. Donc juste quelques images sur les indicateurs écologiques. Je sais que Siocina reviendra dessus tout à l'heure. Ici, ce sont 3 exemples d'indicateurs écologiques, donc des signes qui informent les gens qu'ils ont des pratiques sociales à mettre en œuvre. Donc, par exemple, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie et dans certaines îles aussi, lorsque les baleines apparaissent, ça va être le moment de préparer les champs. C'est la saison, les champs sont prêts pour être préparés. Donc, c'est l'environnement, c'est la baleine qui informe les hommes. On a aussi les floraisons des arbres, pour partir à la chasse, mais aussi pour pratiquer certaines activités autres. On va avoir souvent des termes en langue qui correspondent justement à ce mot, signe, indicateur écologique. Là, j'ai mis quelques exemples de termes en langue kanak. On a plusieurs langues kanak en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a une langue du sud, la Nyenkare, qui littéralement signifie « lui dit le temps ». On a Faba en Harachu, une langue de l'est de la Nouvelle-Calédonie, qui signifie fait montrer, ou Hatton encore sur l'île d'Ouvéa. Et donc ces mots existent dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire que c'est le signe qu'ils sont importants et que les gens ont toujours observé cela et s'en servent pour leur pratique. Donc, d'où l'importance de reconnaître ces savoirs-là et idéalement de pouvoir les mobiliser pour la gestion. On passe dans une deuxième partie qui sera assez rapide également. C'est quelles normes de gestion locale existent, quelques exemples de normes de gestion locale qui existent pour préserver la biodiversité pour les gens. On est vraiment dans une vision de la gestion de l'environnement pour la société et pas pour sauver une espèce en elle-même. Ça, c'est assez commun à l'ensemble du Pacifique. C'est pour l'homme, c'est pour la société, pour la vie de la société et les liens qu'elle a avec tous les éléments qu'on a certaines règles. Donc, juste 2 exemples, un du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie. On parle de lieux tabous et de règles de gestion locales. Ici, on est à Takara, dans le nord des Fatés, et une feuille de cocotier est placée sur une zone afin de spécifier qu'on ne doit pas pêcher dans la zone en face pendant un certain nombre de mois. Car il va y avoir un besoin social fort dans quelques mois et donc on va maintenir cet espace sans pêche afin de s'assurer de pouvoir pêcher abondamment lorsqu'il y aura un événement social. Donc ça a des conséquences sur l'environnement, sur l'écosystème dans son ensemble, mais l'objectif est vraiment social, c'est une fonction sociale, c'est important de garder ça en tête lorsqu'on va traduire ces règles dans les institutions, les provinces, les gouvernements, les codes de l'environnement. Un autre exemple ici qui est lié à l'organisation foncière en Nouvelle-Calédonie et qui est assez commune aussi à d'autres lieux d'Océanie et du Pacifique. La propriété des gens, les responsabilités des gens ne s'arrêtent pas juste au bord de la terre, ça va jusqu'au récif, ça va assez loin. Et donc, il y a des règles associées à l'activité de pêche face aux tribus, face aux maisons des gens. Donc, on va aller demander, faire un petit geste coutumier. C'est pour ça qu'en bas, il y a des ignames et quelques tissus, quelques manous pour marquer cette demande. Donc, à chaque fois qu'on va aller pêcher dans la zone face à la tribu dont on connaît le responsable, on va aller demander l'autorisation. Donc, cette personne-là est quelque part responsable de l'usage qui est fait de son territoire face à chez lui. Donc, ce sont des règles locales qui existent et qui
qui permettent d'avoir un impact positif sur la société et sur l'écosystème qu'il a fait vivre. J'en arrive tout de suite aux 2 dernières diapos, donc surtout comment est-ce que ça peut rentrer dans des politiques environnementales. Je vais aussi prendre juste quelques exemples, hein, on ne va pas tout détailler bien sûr, et je vais m'arrêter justement sur le sens des mots. Lorsqu'on crée des règles, quels termes est-ce qu'on met pour les rendre officiels? Et travaillant particulièrement sur la pêche, lorsque des aires protégées sont déclarées, il est fréquent, si on décide, des aires protégées officielles, il est fréquent si on décide de réaliser ce type de gestion et qu'on souhaite interdire des activités de pêche, on va interdire la pêche en utilisant ce terme-là. Et qu'est-ce que ça signifie interdire la pêche pour les gens? On a posé des questions aux îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, aux habitants. Peut-on pêcher dans la réserve? Voilà un exemple de réponse. Je pense qu'on peut pêcher à la ligne, mais pour une consommation personnelle. Plus de filets, plus de fusils. Cela dit, il y a toujours des petits tricheurs. Quand un homme de Hunete à Lifou, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de pêcher, pour les habitants de ces endroits-là, c'est tout ce qui est lié au filet ou au fusil, mais jeter une ligne dans l'eau n'est pas vraiment pêché. Et donc, ça veut dire que cette réserve-là, bien qu'il sera indiqué que c'est interdit de pêcher, ce sera compris qu'on ne doit pas aller faire des prélèvements au filet ou au fusil, mais on pourra le faire à la ligne. Donc, il est important de bien réfléchir aux termes qui seront utilisés pour construire la réglementation collectivement dans l'idéal, et puis ensuite pour sensibiliser autour de cette réglementation. J'ai une seconde citation ici d'UVA, qui indique que les réserves coutumières étaient pour les grandes chefferies, pour les grandes cérémonies coutumières, mais on n'empêche pas les gens de pêcher pour se nourrir. Donc ça, c'est vraiment aussi un point très, très important. Les règles, les règles locales ont toujours été pensées pour être dynamiques, comme nous disions aussi plus tôt. Et le fait qu'elles soient dynamiques inclut que lorsqu'il y a des besoins pour l'alimentation des familles, ben, on va ouvrir la zone pour aller pêcher ou on va ajuster les réglementations. Et dernière diapo, l'exemple des 3 codes de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. On a 3 provinces et 3 codes qui, chacun à leur échelle, tentent de lier les enjeux culturels et les enjeux de biodiversité. Alors, à différentes échelles, on va avoir des autorisations spéciales pour des cérémonies coutumières pour certaines espèces, et on va avoir un code de la province des îles Loyauté qui a été récemment écrit et qui est toujours en cours d'écriture, qui est celle au maximum d'intégrer les pratiques locales qui existent déjà pour gérer les espaces, afin de penser une réglementation qui va intégrer ces pratiques locales tant que c'est pertinent pour les enjeux sociaux et les enjeux de la biodiversité, plutôt que de prendre des règles venant d'une autre province ou de la région. Donc l'idée est de réussir à articuler tout ça. Donc, j'ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais de suite passer la parole à Pauline qui va nous présenter d'autres normes de gestion qu'on appelle les RAOI en Polynésie française, et nous pourrons avoir un espace de débat juste après. Je vous remercie. Pauline, peux-tu partager ton écran ou souhaites-tu que nous le fassions? Vous m'entendez? Oui. Alors, oui. Voilà, tu as des... Voilà. Hop. Alors, partager l'écran. Est-ce que ça marche? On t'entend bien, ton écran n'est pas encore partagé. Ah. Alors... Reclique sur partager. Souvent... Je remets partager. Partager. Ok. Normalement, ça doit marcher. Ça arrive. Voilà. Donc, tu peux le mettre en grand écran. Ok. Alors, bonjour à tous. Yaorana.
Donc, moi, je vais poursuivre un peu sur ce que tu étais en train d'expliquer, Catherine, sur les zones taboues, mais avec l'adaptation donc polynésienne hein, sur le domaine marin. Et ma présentation va concerner donc la conservation et la transmission des savoirs locaux dans le cadre du Rawi à Tayarapu, qui est à la presqu'île de Tahiti en Polynésie française. Alors, quelques mots d'abord sur le Rawi polynésien, hein, qui est une pratique ancestrale à l'époque pré-contact. Donc, le Rawi se définit comme un interdit spatio-temporel sur une ressource qui peut être soit marine, soit terrestre, à l'échelle d'un territoire. Alors, le territoire, c'était le territoire du chef, celui qu'on appelait donc le Ari'i, qui était en mesure d'instaurer un Rawi parce qu'il disposait du mana, donc c'est cette énergie qui circulait hein, et qui rendait le chef une personne tapu, c'est-à-dire chargée en sacralité. Vous m'entendez bien? Nous t'entendons bien. Si tu peux parler plus doucement, ce sera plus facile pour les traducteurs. D'accord, ok, pas de souci. Donc le Rawi était une institution politique et religieuse qui se mettait en place donc, à l'occasion de grandes cérémonies. Donc, ça pouvait être une naissance ou bien la fin d'une guerre, hein, par exemple. Et tout ça en vue de préparer l'abondance des ressources. Donc, le terme de Rawi, il a un lien étroit avec le terme de tapu, que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai illustré en fait ici la couverture de l'ouvrage de Tamatoa Bambridge sur le Rawi en Polynésie, dans tout le triangle polynésien, où en fait toutes les illustrations que vous pouvez voir ici sont des entités qui sont tapu, hein, qui étaient chargées en sacralité. Alors, la différence qui existe entre le terme de Rawi et le tapu, c'est principalement le caractère humain du Rawi, puisqu'il était instauré par l'homme, tandis que le tapu, lui, relève du divin, directement tiré des dieux. Alors, autre élément important, c'est que la pratique du Rawi, suite au contact avec les Européens et puis après la reconversion avec la conversion au christianisme, a totalement disparu. Cette pratique a totalement disparu en Polynésie. Alors, le Rawi aujourd'hui, c'est quoi? Donc, dans les années 90, il y a eu donc une montée des revendications culturelles, notamment après la décolonisation, et il y a une reconnexion qui s'est faite avec le terme de Rawi. On a assisté à la mise en place de Rawi par des communautés locales, par exemple dans les Australes, à Rapa ou encore à Maio. Et en fait, ces pratiques sont complètement différentes et nouvelles, hein, puisqu'elles sont en réalité le résultat de transformations au cours du temps, et qui répondent aux conséquences en fait à la fois du syncrétisme religieux, du siècle de colonisation, l'apparition de l'éthique de conservation et puis plus globalement la mondialisation aussi. Donc, les Rawi auxquels je fais référence ici sont en réalité des aires marines gérées ou des aires marines protégées. Donc, elles sont uniquement sur le domaine marin et elles sont à l'initiative des communautés locales. Alors, c'est une volonté locale auquel on a quand même ajouté un cadre juridique, d'accord, c'est ce qui était nécessaire et ce qui était demandé par les communautés pour pouvoir bénéficier d'une surveillance et d'une protection légale. Donc, en fait, on se retrouve face à une hybridité qui est posée d'emblée par les politiques publiques de conservation. Donc, je vous détaille ici deux exemples de Rawi sur la presqu'île. Alors, le premier, c'est le Rawi de Tautira. Tautira, qui est une grande communauté de pêcheurs, où on y trouve un Rawi d'une surface de 250 hectares à peu près, et qui est subdivisé en 3 zones, donc avec une zone centrale fermée et 2 zones de part et d'autre qui vont s'ouvrir alternativement. Donc, on ne connaît pas encore aujourd'hui les modalités, mais pour le moment, on a l'ensemble des 3 zones qui est fermé. Donc, ce Rawi, il a été mis en place depuis 2018 et il est classé comme zone de pêche réglementée, donc sous le code des pêches. Le deuxième Rawi que je vous présente, c'est le Rawi de Teahupo'o. Donc, Teahupo'o, hein, commune qui est mondialement connue pour son spot de surf, ses compétitions de surf. Donc ici, on est sur une zone de Rawi qui est beaucoup plus grande, qui fait 760 hectares et où toutes les activités sont interdites.
Alors, contrairement à Tautira, la réglementation ne s'exerce que sur les activités de pêche. À Teahupo, la réglementation s'exerce sur toutes les activités. Donc, on ne peut pas naviguer, on ne peut pas se baigner. La réglementation est beaucoup plus générale. Et cette zone à Teahupo est classée selon le Code de l'environnement sous l'appellation d'aire marine de ressources naturelles gérées et a été mis en place en 2014. Donc, ces 2 raouis se composent d'un comité de gestion qui réunit les parties prenantes de toutes les parties qui ont mis en place ces raouis. Alors, je vous partage maintenant le raoui et son rôle dans la transmission des savoirs. Alors ici, ce sont des extraits de mes résultats de thèse, où j'ai essayé de comprendre ce que pouvait représenter le raoui par rapport aux conceptions, aux perceptions et aux attentes des acteurs. Sachant qu'ici, vous avez selon 2 types d'acteurs, donc les acteurs locaux et les acteurs plutôt institutionnels. Et ce que je voulais vous montrer en fait ici, c'est que tout ce qui relève de la transmission et de la communication entre les générations, ça fait partie des attentes vraiment au niveau local. Ici, on retrouve la même chose, sauf que je différencie les acteurs de Tautira avec les acteurs à Teahupo. Et en fait, on voit que les attentes vis-à-vis du raoui, c'est une transmission qui est différente. Par exemple, à Tautira, on va avoir une transmission des pratiques de pêche parce que le raoui est souhaité pour bénéficier directement aux pêcheurs, tandis qu'à Teahupo, on est plutôt sur une valorisation d'un héritage culturel qui pourra être transmis auprès des plus jeunes. Alors, je vous montre quels sont ces éléments à Teahupo de cet héritage culturel. Alors, c'est surtout représenté par des éléments physiques, comme c'est ce qu'on appelle les punaia, ce sont les pierres à poissons. Donc, vous voyez sur l'image le puna ai en haut à gauche, où en fait, donc c'est une pierre à thon ici. Selon le sens d'orientation de la pierre, on va avoir une entrée des poissons vers le littoral ou bien alors, à l'inverse, une sortie vers le large. En dessous, vous avez une pierre à baleine, le punatohora. Donc là, c'est symbolique en fait de l'arrivée des baleines à l'intérieur du lagon quand c'est la saison, pour se protéger des prédateurs. Et vous avez en bas à droite une pierre qui est considérée comme un tupuna chez des habitants qui vivent donc juste en face ou à l'entrée de la zone de Raoui, qui est localement appelé le grand-père. Donc c'est ce grand-père qui protège le territoire, qui protège l'espace foncier, on va dire, de cette famille. Donc si on resitue l'ensemble de ces éléments que je viens de vous montrer, on est pleinement dans la zone de Raoui. Donc ici, on est plutôt sur l'espace terrestre, mais quand bien même le cadre s'applique sur l'espace marin, on a toujours cette continuité terre-mer qui se fait par les habitants, où tous les savoirs rattachés au territoire entrent pleinement dans ce que représente la zone de Raoui. Alors, au niveau de ces sites, on a des visites qui sont organisées régulièrement avec des classes, avec les scolaires, où on va principalement sur le site de Otopu, là où on trouve la pierre à thon, pour expliquer justement ce que représente cette pierre et les légendes qui sont rattachées. Ici, je vous explique ce que l'on trouve à la différence de Teahupo ici à Tautira. Donc, la photo illustre la marina de Tautira, puisque Tautira égale village de pêcheurs. Donc là, on a le panneau de la zone de Raoui qui explique quelles sont les règles, l'endroit, etc. Et ici, l'objectif, c'est vraiment de maintenir les pratiques de pêche en vue de la diminution des stocks, les tailles de poissons qui se réduisent de plus en plus. Et les pêcheurs souhaitent améliorer leurs revenus et souhaitent faire perdurer la pêche lagonaire. Donc, dans cet objectif-là, la configuration du Raoui, qui est un peu particulière, avec les zones qui vont s'ouvrir de part et d'autre, va permettre, et espérer pour améliorer les revenus au niveau de la pêche.
Donc là, de la même manière, on a une sensibilisation qui va se faire auprès des scolaires. On a en particulier un membre du comité de gestion du Rawi de Tautira qui est devenu un référent pour la mise en place d'aires marines éducatives à Tautira. Alors c'est un site différent, hein, mais en tout cas c'est le Rawi qui sert de modèle auprès de ces classes pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Voilà, donc juste 4 petits points pour conclure sur le Rawi. Alors, donc sa place à diverses échelles, hein, du niveau local au niveau du pays. Son caractère hybride, à la fois dans ce que représente l'objet Rawi, mais aussi dans sa gouvernance. C'est un outil puissant pour la transmission des savoirs locaux. On l'a vu de manière différente à Tautira et à Te Aupo, et qui présente également un intérêt pour la conservation de la biodiversité. Donc là, j'ai pas précisé, bon, là, on va dire qu'il n'y avait pas assez de temps pour montrer un peu la puissance écologique de cet outil, mais quand on regarde d'un point de vue écologique, on a des résultats qui sont très encourageants, notamment en termes de biomasse. Donc voilà, donc c'est à la fois très intéressant d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue écologique. Voilà, donc j'ai fini pour les Rawi. Maururu. Merci beaucoup, Pauline. Alors, le temps file et je ne voudrais pas que Siosina soit à courir pour sa présentation, donc je vais lui passer la parole tout de suite. Si tu peux couper, Pauline, le partage d'écran. Oui, alors... Et puis, il y a énormément de questions hein, qui sont sorties, des questions autour de est-ce que la jeunesse respecte cela? Est-ce que des discussions sur les termes de savoir, connaissance, la toponymie, la question de terroir, sense of place, etc. Je ne sais pas si nous pourrons les aborder toutes, mais n'hésitez pas à regarder un petit peu en particulier les différents speakers pour remettre ça dans le débat à l'issue de la présentation de Siosina. Siosina, it's your turn. I hope that you will have all the time you want to present the regional project. Siosina, do you hear me? Hello, Catherine, can you hear me? Yes, it's okay. Okay, good. And we have your screen. Good afternoon, friends and colleagues around the Pacific and also around the world. Greetings from Samoa and Talifalava. Today I'll be talking about traditional knowledge, mainly on weather and climate in the Pacific, and also connecting the work that we do to the biodiversity and conservation space, acknowledging that biodiversity conservation is a living library of community-based traditional knowledge. The work that I'll be presenting today is some of the work that has been done in the Pacific. And also I would like to acknowledge at this point the 14 Pacific Island Meteorological Services, whom we have been collaborating in collecting and implementing this work. So throughout the Pacific, many of our local communities already have a very good and deep understanding of traditional knowledge systems for environmental management and coping strategies. And by closely observing and interacting with the environment, they have been able to make forecasts about seasonal and extreme weather events, such as tropical cyclones, floods, and droughts. And many of our historical records, our songs, our chants, stories have shown evidence of great adaptive value in the use of traditional knowledge. However, the value of traditional forecast methods is being eroded by two main challenges. The first is the rapid loss of knowledge, due mainly in part to rapid urbanization, modern education systems, rising interest and prioritization of cash economy activities, leaving traditional based knowledge as a thing of the past, and also loss of elders who practice and held this knowledge. The second challenge to the value of traditional forecast methods is a changing reliability and loss of traditional knowledge indicators. And these are changes in the climate over time have reduced the effectiveness
of some of the biological indicators that our communities use for weather and climate forecasting. In addition, competing demands and unsustainable land use practices may also influence the availability of species, of biological species that are commonly used as traditional indicators. From a Met perspective and climate change and disaster related perspective, National Met Services are also equally concerned, as they've acknowledged that even though traditional knowledge systems exist in our communities, there is a gap between the science, the work that is continuously being put out and produced by National Met Services, and communities. So part of the work that we have been advocating and implementing is to try and collect traditional knowledge and weather information to breach the gap. We understand that a lot of the traditional knowledge is very, site specific, it's very localized, and often applies to specific areas and not generally the whole country. So in the space that we work in, this is a definition of traditional knowledge, and we acknowledge that traditional knowledge, or TK, is based on repeated observations, know-how, skills, and practices that are developed, sustained, and passed between generations. We also acknowledge that TK evolves over time. And there are many definitions available, but for the work that we do in the climate and weather space, under the Climate and Ocean Support Program in the Pacific, this is the definition that we use. Also, in the collection and documentation of the traditional knowledge, for traditional knowledge to be used and integrated into early warning systems, a systematic approach was developed under the COSPAC project. This is an Australian DFAT funded project, and also the work that's been largely driven by National Met Services and supported by the Bureau of Meteorology and SPRIT. We document, we collect, document traditional knowledge. It's stored in a database. We verify and monitor some of the TK indicators before we start integrating them into forecast information. And I'm pretty sure that a lot of you are very familiar with some of the information that comes out of National Met Services. And often these information tend to be very technical and also very hard to understand. So if a lot of our population cannot understand the information that's coming out from the National Met Services, I'm pretty sure that a lot of our communities also find it very difficult to use the information and act accordingly. So where does TK come in, or traditional knowledge come into play? The work that we've been conducting with the National Met Services have been mainly focusing on these 7 countries. Unfortunately, due to COVID restrictions, we have been unable to start implementing the TK project with National Met Services and their partners in the Federated State of Micronesia. But so far, we have been working closely with Vanuatu, Solomon Islands, Niue, Samoa, Tonga, Palau, and the Republic of Marshall Islands in applying and using the systematic approach to collect traditional knowledge, verify the information, and try to include it in the products and early warning systems that we use. So when we talk about traditional knowledge for weather and climate forecasting, what types of knowledge are we looking at? And we have here on the screen types of traditional knowledge that we use, or the types of information that we're collecting. For example, some of the stories and knowledge that's often told is about an indicator. And for this instance, we'll use example from Vanuatu that's on the screen. We look at turtles, for example. In some parts of Vanuatu, when community sees or they start observing turtles nesting higher up in the sand dunes or near the tree line,
they already know that it is going to be a very wet season or be a very active cyclone season. Nesting period for some of the turtles usually starts between August and October. And please correct me if I'm wrong. I am not a biodiversity expert here, but this is the information that we've been able to collect so far. And in the past few events, we have been, based on the monitoring aspect of the work that we do, some communities have observed turtles nesting higher up in the sand dunes. They observe this behavior or action around between August and October. And in 2015 and 2016, there were tropical cyclones, and some of you are aware of Cyclone Pam and Cyclone Winston around these times. So some of these monitoring and also verifying some of the knowledge is an ongoing process that is still going on. So what do we do with this information once we get verification? Okay. So from the examples shown of the types of traditional knowledge that is currently being collected by National Met Services, we use these terminologies, we use examples, integrate them into early warning systems so that instead of just using modeling or scientific terminology, we can actually start using local examples, like the example of the turtles nesting higher up in the sand dunes. We have also been able to develop a glossary of technical terms in local languages. And to date, we have already printed and developed glossaries for Niue and Samoa. There is current work being done in Vanuatu and the rest of the other Pacific Island countries where we're collecting first the local terminologies that's applicable to weather and climate terms. And we have also used some of the information collected to integrate them into classification of wind speeds, for example, in Niue, and also community display boards. These are only some of the examples that we of how we've integrated traditional knowledge so that communities can integrate this knowledge into preparedness activities and be able to apply the appropriate response once warnings have been issued by National Met Services. So how does the work that we do in the National Met Services connect with the work currently undertaken by in the biodiversity conservation space? From the work that we do, we understand that plants and animals are nature's library. A lot of the biological indicators that we use for early warning from the Met perspective cues us in as to what to expect. A lot of our plants and animals, they often, the behavior often tells us way in advance of an event that has yet to happen. And often in the past, a lot of our communities use this knowledge to start planning and apply appropriate response and management techniques. And through this, a lot of our communities have been able to enhance their resilience and be able to cope and adapt. However, with the loss of biodiversity, we have, through the work, and we've also come across this, that there has already been a great loss of knowledge, of adaptive knowledge in our forecasting systems, the response techniques that is applied and goes hand in hand with some of the biological indicators, as well as the coping and management systems. So to conclude, and this is my last slide, there is a lot of work that needs to be done. Biodiversity conservation has some of the answers and can help enhance community resilience. Community conservation is key to all of this work. And there is a lot of work that still needs to be done for us to combine and integrate the work that we're doing in the community
conservation space and also some of the myth science space. I think there is a lot of efforts that can be done together, and I hope that through this presentation, we can highlight how some of this work can be done and be merged so that we can replicate this to other countries and also other work areas. Thank you very much. Thank you so much, Siosina. It was very, very interesting, and I hope we will continue in other countries to So, do you hear me? Yes, we can hear you now. Yeah, okay. Sorry for my for the cut. Thank you so much, Siosina. It was very, very interesting. Nous continuerons de travailler sur ces savoirs dans différents pays, notamment avec un projet lié à l'AFD, donc sur Vanuatu, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vraiment des choses qui pourront continuer. J'ai retenu de ta dernière présentation, de ta dernière slide, la loss of biodiversity and loss of knowledge. Donc la perte de biodiversité entraîne la perte de connaissances, et inversement, la perte de connaissances entraîne aussi de la perte de biodiversité, parce que c'est grâce à cette grande richesse, cette grande diversité culturelle qu'on a dans le Pacifique qu'il y a aussi ce maintien de cette richesse de biodiversité. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre les liens, les articulations entre tous les éléments de la nature et les sociétés. Alors il y a eu énormément de questions. On n'a plus que seulement 2 minutes. Je vous propose, avant que la coupe, on peut pouvoir avoir 2 minutes quand même de questions-réponses tout de suite, et puis on peut passer après, pour tous ceux qui le souhaitent, dans la lounge. Vous cliquez sur le lien sur le site, et on peut s'y retrouver pour 15 minutes par exemple, et continuer un petit peu de débattre pour ceux qui le souhaitent. Peut-être une question, est-ce qu'elle a été posée par plusieurs pour Pauline, par rapport au Rawi. Il a été demandé si la jeunesse respectait ces interdictions ou non, et quelles étaient les durées de fermeture. Et je pense que Siosina aussi, ça peut être une question pour toi autour de la place de la jeunesse dans les savoirs locaux et leur utilisation. Pauline? Alors, les jeunes, ça dépend en fait. Il y en a toujours qui respectent et il y en a d'autres qui ne respectent pas. Donc, le Rawi, il est plus comme, on va dire, à l'époque, la première slide que je vous ai présentée, à l'époque pré-contact, où vraiment on avait cette sacralité qui faisait du Rawi un vrai tabou, et que si l'on transgressait, on avait cette sanction qui allait arriver, qui était la mort. Là, on est sur un Rawi qui fait plutôt office d'aire marine protégée, où on n'a plus de crainte par rapport à la sanction, quand bien même on a une sanction qui serait financière. Pour l'instant, elle n'est jamais tombée. Donc, il y a beaucoup d'infractions dans les zones de Rawi, mais comme c'est géré, on va dire, plutôt à l'échelle locale, c'est une autosurveillance d'habitants au sein même de la communauté. Donc, les applications des sanctions ne sont pas vraiment effectives. Ce qui n'incite pas forcément à respecter, notamment de la part de jeunes pêcheurs. Merci Pauline. Est-ce que Siosina, tu veux dire un mot par rapport à la jeunesse dans les projets que tu as menés, comment ils sont présents et impliqués? Yes, thank you for the question. Yes, the youth are actually very active in the programs that we have. And we've taken the approach of actually engaging them in the communities and asking questions. And I'll give an example of the work that's currently being undertaken in Niue, where the community-based traditional knowledge component is actually driven by the Girls and Boys Brigade. It's actually the youth who have come on board and really
they are driving the early warning system component. And by driving and understanding their vulnerability and the need to integrate traditional knowledge, they have actually started collecting and interviewing some of the elders. So understanding the science has made them realize that in fact the answers there, and there are also examples that's available from their own communities. So it's a lot of awareness, and this is some of the work that we need to do, is to actually actively engage and ask youth, how can they be, because I don't think we ask that question often enough. And there's the project and the work that we've done, we've been fortunate that some of the youth have actually come on board and showed us or informed us of the different platforms that they would like to be engaged in, or the language barriers, or also even within the community space, often they don't have a voice when it's a setting, in a traditional setting. And these are things that when we are engaging communities, we have to make sure that there is a space for the youth to be involved in. We actually consider their views and also put aside activities where they can be the drivers. And I hope that answers some of the questions. I'm happy to provide offline comments and discussions as well. Merci pour ce très bel exemple, Siosina. On va conclure notre session avec cela, en remerciant vraiment tout le monde, et on va donc passer, pour ceux qui le souhaitent, je vais ouvrir une lounge et vous pourrez nous y rejoindre pour discuter encore une quinzaine de minutes autour de ça. Et moi, je serais ravie de pouvoir continuer d'échanger avec tous les panélistes et ainsi que ceux qui ont réagi dans les prochaines heures et semaines et mois et années. Merci beaucoup à tous, et merci encore aux organisateurs pour cette session qui nous a offert des échanges très riches. Merci beaucoup.